Ça fait un moment que t'as rien fait, non? Ah bon, t'appelles ça rien faire, toi? Ça fait un moment que t'as rien fait de productif? Regarde ça, si c'est pas productif. Ah bah super, du coup j'ai cassé ma tasse, qu'est-ce qui t'arrive? Nous venons de capter une transmission. Une transmission? Mais y'a que des charognards dehors qui se mettent à faire des transmissions maintenant? Elle ne vient pas de Charognard. Sérieux? Elle vient de qui alors? Y'a d'autres humains dehors? Non, la transmission vient de nous-mêmes. Et elle date de la semaine prochaine. Quoi? Tiens, regarde. Larry, arrête! C'est quoi ces conneries? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Je suis vraiment désolé. Je voulais juste te protéger des chats. Non mais Larry, tes explications, je les ai vues dans le message. Mais moi j'en ai rien à Je vais récupérer les mantes. Et je compte bien rencontrer le type. Sans le buter cette fois. Je pense que tu ferais mieux de l'éviter. Il est peut-être humain, mais on ne connaît pas Larry, ses... je vais me passer de ton avis pendant un moment. C'est là? Ouais, vas-y grouille. Là, sur la chaise. Que s'est-il passé? Oh! Qu'est-ce que c'est? T'occupe pas. Toi, va récupérer la trousse de secours dans le meuble au milieu à droite. Et toi, tu sors tout ce que t'as comme info pour le guider. Tiens, c'est ça? Wow! Wow! Oh! Oh, t'endors pas, oh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Suis mes instructions et tout se passera bien. Ok. Vas-y. Maintenant qu'il est anesthésié, tu vas devoir retirer le tuyau et appuyer sur la blessure avec le tissu. Il va douiller si je retire le tuyau. Non, il ne va pas douiller, il est anesthésié. Il va gueuler. Oh, c'est sûr, il va gueuler. Non, il ne va pas gueuler. Ok. Bah, j'y vais. Allez. Ah! Ah! Bah voilà. C'était pas si terrible. Ouais, ça dépend pour qui. Mais merci pour le coup de main. Bon, écoute, y'a pas de quoi, hein. Puis, encore désolé de t'avoir poussé, mais en même temps, faut pas me surprendre par derrière comme ça. Moi, j'ai des réflexes de ouf. Tac, tac, tac. Paf. Ouais, c'est pas toi qui aurais surpris quelqu'un par derrière, hein. Bah ouais. Qui fait ça? Bon. Écoute, moi, faut que je rentre au grand large avant la nuit, donc repose-toi bien. Allez, Et ciao. attends un peu. C'est quoi le grand large? Ah, c'est notre communauté. Ah, effectivement, c'est un peu moins techno qu'ici, mais on se marre bien. Ah ouais? Ouais. Bon, écoute, tu verras bien quand tu viendras, hein. De toute façon, pour l'instant, faut que tu te reposes. Moi, je repasse demain. En attendant, tu te reposes bien, ok? Ça marche. Allez, ciao. Ciao. Non, parce qu'en fait, à la base, ils sont de détente. Mais ils le savaient pas à ce moment. Ok, Et à la fin, on apprend que le nain aussi faisait partie de la famille. d'accord. On sent vraiment que ça a été écrit par les premières générations d'IA. Ouais, mais au moins, il y a une fin. Je voulais te redire, je suis désolé de t'avoir menti. J'ai trahi ta confiance, je sais. Je ne referai pas deux fois la même erreur. Non mais, je t'en veux pas. Je comprends pourquoi t'as fait ça. En soi, c'est même pas ta faute. Merci. T'es mon gars sûr. T'es bon gars sûr, Larry. On se s'engueulera plus jamais. Ok, faut qu'on parle de ça. De quoi? Bon, on est d'accord que le charognard est pas du tout comme ce que décrivait Papy. Il a même l'air plutôt sympa. En effet. Du coup, je me suis dit, peut-être que les humains ont tendance à avoir des comportements égoïstes et agressifs après les catastrophes, puis qu'ils se calment. Peut-être que la vie en société redevient possible avec le temps. Mais oui, les humains sont trop dangereux dans un environnement instable. Bah déjà, ça c'est pas vrai. J'ai lu pas mal sur ce sujet, et ça m'a amené à lire aussi sur l'entraide et sur comment on est venu à penser que l'humain est naturellement égoïste et dangereux. Larry? Oui? Jingle! Quand on s'imagine une ville post-catastrophe, on a facilement des images de violence qui nous viennent à l'esprit. Des gens qui s'attaquent aux magasins, qui pillent, qui sont violents entre eux. Des gens qui redeviennent des animaux pour survivre face à une nature hostile. Ces images ne viennent pas de nulle part. Elles sont même mises en avant par les médias, car elles sont impressionnantes et vendeuses.
comme à Saint-Martin en 2017 après l'ouragan Irma, ou à Porto Rico la même année après l'ouragan Maria. Cependant, quand on fait le bilan, on remarque que ces scènes sont en fait minoritaires et que les vols concernent essentiellement des denrées alimentaires. Bah ouais, les gens veulent survivre. Dans certains cas, ce sont même les autorités locales qui peuvent colporter des rumeurs de violence, comme en Nouvelle-Orléans en 2005 après l'ouragan Katrina, où le maire et le chef de police ont parlé de viols et de meurtres qui étaient inexistants. Les comportements violents ne sont pas majoritaires après une catastrophe. En fait, les chercheurs observent systématiquement des comportements d'entraide, avec une auto-organisation où différents rôles et règles sont définis, tout ça dans le but de survivre ensemble. Par exemple, à Porto Rico en 2017, en plus des dégâts humains et matériels, de nombreux habitants se sont retrouvés privés d'eau, d'électricité et de moyens de communication. Et ils ont été plus ou moins abandonnés par le gouvernement des États-Unis. Après la catastrophe, les quelques agriculteurs aux méthodes de culture traditionnelles faisaient donc partie des rares sources d'aliments frais de l'île. Mais les habitants ne se sont pas battus pour les récupérer, ils n'ont pas pillé les fermes. Non, les communautés se sont auto-organisées pour distribuer les denrées. Mais aussi pour cuisiner massivement et distribuer des repas. Mais aussi pour reconstruire les bâtiments, pour établir l'électricité, pour maintenir les écoles ouvertes. Donc, même si ce n'est pas dans notre imaginaire, l'entraide est bien fortement présente après une catastrophe. Et les études en sciences sociales semblent même montrer qu'une catastrophe ou des conditions difficiles exacerbent l'entraide. Mais les chercheurs l'observent également en dehors de ces contextes, notamment en laboratoire, via des jeux économiques où les participants choisissent de participer ou non à un pot commun, ou dans la vie de tous les jours, par exemple en mode caméra cachée pour voir si des passants aident une personne boiteuse à récupérer des documents par terre. Partout où ils ont été étudiés, les comportements d'entraide sont fréquents. Cependant, le taux d'entraide spontanée semble dépendre de la culture des pays, mais aussi de la productivité économique. Les pays plus riches et les classes sociales plus aisées ayant des taux plus faibles. Oui, je sais, les sociétés et les personnes qui accumulent des richesses sont moins dans l'entraide que les autres. Moi aussi ça m'a fait un choc. Les comportements d'entraide dépendent de la culture. Mais on les observe déjà chez les bébés dès qu'ils peuvent communiquer une information et exprimer une intention, vers l'âge de 12 mois. Au cours de l'évolution de l'espèce humaine, des comportements de compétition comme d'entraide semblent avoir été sélectionnés. Bon, on reviendra plus tard sur la sélection naturelle, mais en bref, si la compétition permet de s'accaparer toutes les ressources disponibles, elle est coûteuse en énergie, puisqu'il faut se battre, protéger son territoire, être attentif. L'entraide, elle, demande de partager les ressources, mais permet en contrepartie d'économiser son énergie, en diminuant sa vigilance ou en se reposant sur les autres. En outre, le partage des tâches permet d'être plus efficace et d'augmenter la survie des nouveau-nés. Dans certains contextes, par exemple si les ressources sont difficiles à obtenir, les humains peuvent donc survivre plus facilement en formant des groupes qui s'entraident. Bon, l'évolution c'est un processus très complexe. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est que des comportements d'entraide comme de compétition semblent avoir été sélectionnés. Pourtant, l'imaginaire collectif a tendance à limiter l'évolution à la loi du plus fort, et même à voir la nature en général comme un lieu hostile basé sur le chacun pour soi. Cet imaginaire se retrouve dans le langage. On va parler de sauvage, étymologiquement celui qui habite la forêt, pour décrire quelqu'un de violent. Ce terme ne sera jamais utilisé pour décrire quelqu'un qui partage les tâches et les ressources avec son entourage. Et pire, aux sauvages on oppose même les humains civilisés, qui eux se seraient extraits de la nature et seraient donc capables de vivre avec les autres. Ainsi, dans l'imaginaire, l'humain serait naturellement agressif et incapable d'entraide. En 2015, 77% des Français interrogés pour un sondage répondent que l'humain est naturellement plutôt égoïste. Pourtant, on a vu que l'humain n'est pas naturellement égoïste ou coopératif, mais qu'il agit différemment en fonction du contexte, de sa culture, de son niveau économique. Alors pourquoi la compétition fait partie de l'imaginaire autour de la nature et de l'humain, mais pas l'entraide ? Pour le comprendre, différentes approches sont intéressantes, comme les représentations dans les médias et dans la culture, ou encore la montée de l'individualisme et du consumérisme au cours du XXe siècle. Mais ici, on va s'intéresser aux bases du libéralisme, qui est un ancêtre des idéologies dominantes de votre époque. C'est un peu compliqué, mais accrochez-vous, ça va bien se passer. Les philosophes fondateurs du libéralisme, au XVIIe siècle et au siècle des Lumières, voient l'Europe du Moyen-Âge comme traversée de guerres de religion, poussée par une nature humaine égoïste et agressive. Pour eux, cette nature doit être contrôlée par une institution, l'État, pour protéger les droits naturels, liberté, propriété et sûreté. Et le marché, l'institution des échanges économiques, peut permettre à la nature égoïste de s'exprimer. Mais aussi, puisque l'individualisme et la compétition sont la nature humaine, et la nature tout court, le marché doit être basé dessus pour être le plus efficace possible. Au XIXe siècle, cette idéologie du libéralisme économique est dominante en Europe, et particulièrement dans l'Angleterre victorienne. C'est dans ce contexte que paraît l'ouvrage de Darwin, L'origine des espèces, qui expose la théorie de la sélection naturelle. Pour simplifier, il explique que, dans un environnement donné, les ressources naturelles sont limitées, et les individus présents sont donc en compétition pour les obtenir. Des mutations apparaissent spontanément, et peuvent favoriser l'accès aux ressources dans cet environnement. Dans ce cas, les individus se reproduisent plus, et leurs mutations sont plus transmises.
ou bien elles peuvent entraver l'accès aux ressources, et dans ce cas, les individus se reproduisent moins et leurs mutations sont moins transmises. C'est une version très simplifiée de la théorie de la sélection naturelle selon Darwin, mais certains penseurs l'ont encore plus simplifiée, notamment Herbert Spencer, qui avait déjà sa propre vision de l'évolution avant la publication des travaux de Darwin. Libéral convaincu, Spencer voit dans la sélection naturelle une confirmation scientifique des intuitions de son idéologie. Les individus sont par nature individualistes et compétitifs. Mais les individus sont aussi objectivement meilleurs ou plus médiocres que d'autres, et donc les premiers méritent plus que les autres. Et surtout, il faut laisser les inégalités naturelles s'exprimer pour que les médiocres disparaissent et que le groupe s'améliore. Chacun son idéologie, mais là c'est chaud. Après la publication de L'origine des espèces, Spencer a maintenu le flou entre sa vision et celle de Darwin. En réduisant la sélection naturelle à la loi du plus fort, il justifie le libéralisme à travers ce qu'on appelle le darwinisme social, ce qui est en fait le spencerisme. Malgré un debunk de Darwin dans la filiation de l'homme et la sélection liée au sexe, la vision de Spencer s'est imposée pendant plus d'un siècle, et elle est encore répandue à votre époque dans vos sociétés. Cela explique en partie pourquoi la compétition est encore considérée comme positive et naturelle, alors que l'entraide est vue comme un truc de doux rêveur. Mais du coup, c'est pas une fatalité due à la nature, juste une idéologie dont les fondements sont contredits par les connaissances scientifiques. Alors attention, il ne s'agit pas de dire que l'entraide est par nature bonne et positive. Par exemple, poussée à l'extrême, l'entraide fait disparaître l'individu au profit du groupe. Elle peut ainsi participer au maintien de relations toxiques et nocives, à l'appartenance à des sectes, mais aussi à la montée du fascisme. Ce dernier repose, entre autres, sur des mécanismes qui vont forcer l'entraide, en définissant un ennemi commun, généralement une minorité religieuse ou politique, qui mettrait en péril le destin du groupe, justifiant ainsi une logique du « c'est soit eux, soit nous ». Mais si le fascisme repose sur des mécanismes d'entraide extrêmes pour maintenir la cohésion au sein du groupe, il est intéressant de noter que cette entraide est permise par une vision spenceriste des autres. Et oui, mais encore lui. Les autres seraient profondément égoïstes et dangereux. Bref, cette vision erronée de l'humain n'est jamais loin. Même au sein des milieux écolos, face aux risques climatiques et énergétiques qui vous attendent, certains pourraient se préparer au chaos et à la violence, mais d'autres voies sont possibles. La preuve, à votre époque, des communautés vivent des catastrophes climatiques, voire des effondrements, comme Porto Rico. Et ce n'est pas la violence et l'individualisme qui font loi, mais l'entraide, à travers l'auto-organisation locale et solidaire. Vous avez donc la preuve que l'entraide fonctionne, mais elle sera d'autant plus forte que vous l'aurez favorisée avant les catastrophes, en ayant une approche solidaire et collective de votre adaptation au changement climatique. C'est facile à dire, je sais, mais c'est possible. Déjà, c'est peut-être con, mais entraidez-vous. En effet, les études montrent qu'une personne qui a reçu sera plus encline à donner. Et pas forcément à son donateur, mais aussi à des personnes tierces. En fait, l'entraide favorise l'entraide. Et pas seulement pour les gens qui donnent ou reçoivent, mais aussi pour les spectateurs. Donc partager des actes d'entraide sur les réseaux sociaux, afficher des comportements vertueux, les normalise et les renforce. Tout comme afficher des comportements néfastes pour l'environnement, les normalise et les renforce. Alors bien sûr, ces stratégies seules sont insuffisantes. Surtout que l'entraide est fragile. Des études montrent que lorsque des comportements de triche émergent dans un groupe, les autres ont tendance à abandonner leur comportement d'entraide. Mais la mise en place de règles et de sanctions des tricheurs permet d'éviter l'apparition de ces comportements de triche, ou de les réduire s'ils existent déjà. Et l'effet sera d'autant plus important si c'est le groupe qui définit ensemble les règles. Une adaptation au changement climatique qui favorise l'entraide vous demandera donc de travailler collectivement à la mise en place de règles. Enfin, l'entraide est moindre dans les sociétés plus inégalitaires. C'est peut-être le plus difficile, surtout dans un pays où la fraude fiscale est estimée à au moins 80 milliards d'euros par an. Mais diminuer les inégalités et redistribuer les richesses permettrait de favoriser l'entraide dans toute votre société. En plus d'être positif pour la vie de beaucoup et d'augmenter l'acceptation des politiques climatiques. Mais ça demande de mettre en place un rapport de force pour faire plier un gouvernement qui, par idéologie, préfère favoriser les plus riches que l'entraide. Alors, nerveux d'aller au grand large? Ouais, un peu quand même. Tu verras, ça va bien se passer. Comment ça, tu verras? Tu viens avec moi, t'es mon gars sûr, je te rappelle. Mais je... Alors, nerveux? Mais... Allez, tu verras, ça va bien se passer.